Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce dimanche 9 juillet. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune invité à effectuer une visite d'État à Téhéran par son homologue iranien Ebrahim Raïssi après avoir reçu le chef de la diplomatie algérienne. Les transitions au Burkina Faso, au Mali et en Guinée-Conakry, l'objet d'une réunion des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ce dimanche à Bissau. La Russie appelle les pays de l'OTAN à discuter de la centrale nucléaire de Zaporijia à la veille de leur réunion à Vilnius en Lituanie. Et puis quelques 20 millions d'Ouzbeks élisent ce dimanche leur président lors d'un scrutin anticipé. Le président sortant Shavkat Mirziyoyev par grand favori. Bonjour à tous. L'actualité de ce dimanche reste marquée par le périple du chef de la diplomatie algérienne en Iran. Lors de sa visite de travail, Ahmed Attaf a notamment été reçu par le président iranien Ebrahim Raïssi. Le ministre algérien des Affaires étrangères a à cette occasion transmis un message oral du président Tebboune confirmant les démarches pratiques convenues par les deux présidents lors de leur entretien téléphonique pour renforcer les relations algéro-iranienne. Dans ce contexte, le président Raïssi a invité son homologue algérien à effectuer une visite d'État à Téhéran dès que son agenda le permet. Attaf avait eu auparavant des entretiens approfondis avec son homologue iranien Hossein Amir Abdullahian, au cours desquels les deux parties ont passé en revue l'état et les perspectives des relations bilatérales, évoquant les prochaines échéances, notamment la troisième session de la grande commission mixte. Je suis très satisfait des résultats très positifs et pratiques qui ont couronné nos pourparlers d'aujourd'hui, dont l'objectif général est de doter nos relations bilatérales avec une grande vitalité et un plus grand dynamisme. Nous pouvons qualifier ces relations d'exceptionnelles au niveau politique. Elles sont également prêtes à être développées et intensifiées dans leur dimension économique, notamment au niveau des échanges commerciaux et des investissements. Nous avons convenu dans ce cadre d'entamer les préparatifs nécessaires afin de célébrer la troisième session du comité mixte de haut niveau, ainsi que l'activation d'autres mécanismes de coopération bilatérale, à l'instar du comité de suivi et de la commission de dialogue politique, mais aussi de différentes commissions techniques et sectorielles. Les deux parties ont aussi abordé les questions régionales et internationales d'intérêt commun. À leur tête, l'initiative de médiation algérienne dans le conflit russo-ukrainien, ainsi que les rôles de leader que joue l'Algérie dans la promotion de la paix et la stabilité, ainsi que le développement dans la région sahélo-saharienne. J'ai informé mon frère et mon collègue, Monsieur le ministre Amir Hossein Abdullahian, des efforts que déploie l'Algérie et de ses multiples initiatives afin de promouvoir la paix et la stabilité au niveau régional et international, particulièrement l'initiative du président de la République Abdelmadjid Tebboune pour la médiation entre la Russie et l'Ukraine, mais aussi le rôle que joue notre pays dans la direction du processus de paix et de réconciliation au Mali, ainsi que dans la lutte contre le terrorisme dans la région sahélo-saharienne, mais aussi du soutien et de l'appui aux efforts de développement dans cet espace géographique. Par ailleurs, les deux ministres ont abordé nombre de dossiers importants et de sujets d'actualité, à l'image de la crise affectant les relations internationales, ainsi que les questions de décolonisation, notamment au Sahara occidental et en Palestine.
sur les niveaux régionaux et internationaux, à l'instar de la crise actuelle des relations internationales, conséquente à la guerre en Ukraine, mais encore sur les questions de décolonisation en Palestine et au Sahara occidental, en plus des crises qui menacent la stabilité et la sécurité de nos frères au Yémen, en Libye et au Soudan, ainsi qu'autour d'autres défis posés à nos espaces régionaux. Nous avons enregistré, comme à l'accoutumée, un consensus qui était la principale caractéristique du dialogue fraternel qui nous a réunis aujourd'hui. Dans l'actualité également, la persécution, seul mot d'ordre pour l'entité sioniste. 4 Palestiniens ont été blessés, dont l'un grièvement par des tirs à balles réelles des forces de l'occupation sioniste qui ont pris d'assaut la bourgade de Kafr Khadoum à l'est de Khalkhilia, provoquant des affrontements avec des civils palestiniens. Et pendant ce temps, la mosquée Al-Aqsa ne cesse d'être profanée. Des dizaines de colons accompagnés d'un ancien ministre sioniste ont pris d'assaut ce dimanche la mosquée sainte depuis la porte des Maghrébins, escortés par les forces de l'occupation, les colons y ont notamment pratiqué des rituels talmudiques. Au Burkina Faso, à présent, 22 personnes, dont 20 supplétifs de l'armée, ont été tuées vendredi dans 2 attaques terroristes dans le nord et l'ouest du pays, notamment dans la province de Namentenga, qui a fait l'objet d'une attaque par des groupes terroristes. Et les transitions au Burkina Faso, au Mali et en Guinée-Conakry doivent être discutées ce dimanche lors d'une réunion des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à Bissau, en Guinée-Bissau. Toujours dans la région Soudan, les combats entre l'armée et les forces de soutien rapide ont repris de plus belle. Au moins 22 personnes ont été tuées hier lors d'une frappe aérienne dans la ville d'Omdurman où les civils sont pris en étau. Le point de la situation avec Amal Amzian Zitouni. En conflit depuis plus de 3 mois, l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide militaires rivales se sont battues hier samedi à Omdurman. Ces affrontements qui ont eu lieu dans le bâtiment de la télévision d'État, à l'est d'Omdurman et sur le pont d'Al-Faya, reliant le nord de Khartoum à Omdurman, ont causé la mort de dizaines de personnes. La ville est également une importante base d'approvisionnement des RSF pour transférer des troupes et des armes du Darfour dans l'ouest du Soudan vers des zones périphériques de la capitale. L'armée soudanaise a affirmé que 20 membres des RSF avaient été tués et plusieurs véhicules de combat ont été détruits dans la journée d'hier. Elle a déclaré qu'elle continuerait à poursuivre ses opérations dans la région de la capitale. Le même jour, les RSF ont accusé l'armée soudanaise d'avoir mené une frappe aérienne sur Omdurman et qui a causé de lourdes pertes humaines, notamment civiles. Le conflit armé au Soudan dure depuis plusieurs mois et les combats dans de nombreuses régions ont continué de s'étendre au centre-ville et aux zones résidentielles, faisant de nombreuses victimes, laissant toute une population à son sort. J'espère que les 2 parties au conflit vont s'asseoir, parler et demander à la communauté internationale de faire pression sur eux pour mettre fin à ce conflit dès que possible. Khartoum a été dévasté par les combats, y compris les infrastructures, les usines et les maisons. La ville est presque fermée, s'est effondrée et s'est transformée en une ville fantôme. Les civils soudanais victimes du conflit armé se retrouvent dans des conditions très précaires. Certains d'entre eux quittent leur pays et d'autres guettent avec une lueur d'espoir la fin de cette tragédie. Ainsi, l'autorité intergouvernementale pour le développement en Afrique de l'Est a déclaré un peu plus tôt que le comité du Quatuor sur le Soudan tiendra demain lundi 10 juillet une réunion dans la capitale éthiopienne Addis Abeba. Des invitations ont été envoyées à Al-Burhan et Dagalo. Au Kenya, à présent, 3 personnes sont mortes à la suite de manifestations contre le coût de la vie et de nouvelles taxes vendredi selon un nouveau bilan fourni par des sources hospitalières et policières. La police kenyane avait alors tiré des gaz lacrymogènes contre le convoi du chef de l'opposition, Raila Odinga, dans la capitale, Nairobi, une des villes où se déroulaient des manifestations. Elle a fait de même pour disperser des rassemblements dans les villes de Mombasa au sud et Kisumu
à l'ouest. Les Français ont dénoncé hier la violence policière lors de nombreuses marches à travers le pays, notamment dans la capitale, Paris, malgré leur interdiction par les autorités, et ce, en protestation contre la mort du jeune Naël, tué par un tir de police le 27 juin. La France épinglée désormais par les Nations Unies suite à ce crime jugé raciste. Sofiane Barodi. La rue ne décolère pas après la mort du jeune Naël. Une nouvelle journée de mobilisation contre les violences policières et le racisme a eu lieu aujourd'hui en France. Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs grandes villes, à l'instar de Paris, Lille ou encore Marseille. Malgré l'interdiction de la mobilisation parisienne par arrêté préfectoral, manifestation à l'appel du collectif Vérité pour Adama en commémoration de la mort de ce jeune tué par la police il y a 7 ans en région parisienne. Sauf que le dernier mot, c'est pas eux qui l'ont, c'est nous qui avons le dernier mot. Parce que nous on marche pour l'injustice et pour la justice. On marche contre l'impunité policière. On marche pour la liberté. On marche pour la démocratie. Aujourd'hui, notre liberté est bafouée. Aujourd'hui, la France ne peut pas dire qu'elle est dans un état démocratique, ce qui est faux. Aujourd'hui, vous avez... De nombreux élus de la France insoumise et d'Europe Écologie Les Verts ont participé à la marche qui a quand même eu lieu, malgré l'interdiction. Des violences et des actes répressifs contre des journalistes qui couvrent l'événement ont été signalés. Pour rappel, la France a connu une vague de protestations violentes sur fond de colère populaire après la mort du jeune Naël qui a indigné profondément l'opinion publique internationale. À ce propos, plusieurs instances internationales ont rappelé Paris à l'ordre concernant la problématique de la violence policière et celle du racisme systémique. Dernière en date, une déclaration virulente du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, mécanisme onusien qui s'est dit profondément préoccupé par l'usage excessif de la force par la police contre des personnes d'origine africaine et arabe, ce qui se traduit, je cite, par des meurtres récurrents, de façon disproportionnée et dans une quasi-impunité. Le comité a également exprimé sa préoccupation quant à ce qu'il a qualifié de discrimination structurelle, notamment dans la police, et a appelé au respect de la Convention internationale sur l'élimination de la discrimination raciale. L'instance internationale a également exhorté Paris à mettre en place des réformes immédiates et appropriées visant l'élimination de la discrimination structurelle dans le système de justice pénale ainsi que la garantie des droits des victimes de crimes à motivation raciale. Et je vous le disais en titre, la Russie a appelé les pays de l'OTAN à discuter de la centrale nucléaire de Zaporijia. C'est ce qu'a affirmé ce dimanche la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. Les responsables des pays de l'OTAN se réunissent à Vilnius, en Lituanie, ces 11 et 12 juillet. Et je vous le disais également en titre, quelques 20 millions d'Ouzbeks élisent ce dimanche leur président lors d'un scrutin anticipé à l'issue duquel le dirigeant Shavkat Mirziyoyev espère être reconduit pour la 3e fois à la tête du pays le plus peuplé d'Asie centrale. Et en sport à présent, parlant des Jeux sportifs arabes en Algérie, en handball, le Qatar a réalisé sa première victoire en battant la Jordanie sur le score de 36-21, la deuxième affiche de la 3e journée de la compétition de handball messieurs opposait l'Algérie à l'Irak. Les deux sélections se sont neutralisées sur le score de 21 partout. Par ailleurs, l'Arabie Saoudite a été exempte de la journée. L'Algérie se retrouve ainsi leader du classement avec 5 points. Et c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi à tous.